Salut à tous, c'est Vince, le youtubeur le plus régulier de France, et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment prédire l'évolution d'une action boursière à l'aide d'un algorithme d'intelligence artificielle. Nous allons voir dans un premier temps le fonctionnement de l'algorithme des cas plus proches voisins. Ensuite, nous allons voir une explication simplifiée du système des actions. Puis nous terminerons par implémenter ce code en Python pour prédire si une action boursière va augmenter ou descendre. Comme d'habitude, si la partie théorique ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à ce timecode. Alors, l'algorithme des cas plus proches voisins, c'est un algorithme d'intelligence artificielle. Mais on va le voir dans cette vidéo, c'est un algorithme qui est relativement simple et pourtant il est très efficace. Il s'agit, comme on l'a déjà vu, d'un algorithme avec un apprentissage supervisé, car nous classons par avance des données. On connaît les classes, on connaît les données appartenant à cette classe. Lorsqu'une nouvelle donnée va apparaître, on va l'assigner à son voisin le plus proche, d'où le nom de cet algorithme. Imaginons que vous ayez plusieurs classes, il y a un nouvel élément qui apparaît et vous souhaitez classer cet élément. Cet algorithme va trouver la classe qui est la plus proche de cet élément et l'y classer dedans. Alors vous vous demandez peut-être quand ce type d'algorithme est utilisé. En fait, cet algorithme il est souvent utilisé pour classer des tâches où les relations entre les paramètres sont très complexes et ils sont relativement compliqués à comprendre. On le verra dans la suite de cette vidéo, ce type de spécificité nous intéresse nous dans le cas de la spéculation boursière. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais comme d'habitude, on va prendre un exemple concret et très simple et vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que vous ayez ces 4 classes, que j'ai appelées cluster 1, 2, 3 et 4. Ces clusters, ils ont été classés suivant l'algorithme de PCA que j'ai expliqué dans la dernière vidéo sur le clustering. Je vous invite donc à aller la voir. Nous sommes donc en présence de ces 4 classes dont on connaît les données. Maintenant, imaginons qu'une nouvelle donnée apparaisse. Et cette nouvelle donnée, on aimerait donc la classer, savoir à quel cluster, à quelle classe elle appartient. On va donc pour cela utiliser l'algorithme des cas plus proches voisins. Alors il y a quelque chose qui est important dans cet algorithme, c'est le fameux cas. Pourquoi on appelle ça les cas plus proches voisins? Ce cas correspond au nombre de voisins que l'on va regarder pour réussir à attribuer ou non un élément à une classe. Dans notre exemple, prenons par exemple un cas égal à 1. On va donc regarder le voisin le plus proche de notre point. Et on se rend compte que c'est ce point qui est le plus proche. On va donc attribuer notre nouvel élément à ce cluster qui correspond au cluster 3. On a donc réussi, grâce à l'algorithme des cas plus proches voisins, à déterminer à quelle classe appartient ce nouvel élément. Maintenant, prenons un exemple un peu plus compliqué. Imaginons que nous ayons ce nouveau point qui apparaît, cette nouvelle donnée que l'on souhaite classer. Nous allons cette fois-ci prendre un cas égal à 7. On va donc regarder les cas plus proches voisins de cet élément. Nous avons ce premier élément, qui a une distance de 156 appartenant au cluster 4. Nous avons ensuite ce deuxième élément qui est lui d'une distance de 200 qui appartient au cluster 3. Ensuite ce nouvel élément qui appartient au cluster 4 de distance 204. Vous avez donc compris, on va itérer sur cet algorithme. Nous arrivons à ce résultat. Maintenant l'étape va être de déterminer à quelle classe appartient ce point. Il suffit tout simplement de prendre la classe dans laquelle il y a plus de liens, de points, ce sera donc ce cluster auquel ce point appartiendra. Ici dans notre cas, on voit que nous avons 3 liaisons pour le cluster 3 et nous avons 4 liaisons pour le cluster 4. On peut donc dire que ce nouvel élément appartient au cluster 4. Si vous avez compris ça, vous avez compris l'algorithme des cas plus proches voisins. Comme je vous l'avais dit, c'est un algorithme qui est relativement simple, c'est pas compliqué à comprendre. Par contre, la force de cet algorithme, c'est qu'il va nous permettre de mettre en valeur, de mettre en exergue des relations qu'on ne voit pas à l'œil nu entre certains paramètres. On va donc essayer d'utiliser cet algorithme pour prédire l'évolution boursière d'une action. On va essayer de savoir si cette action demain elle va augmenter ou elle va descendre. Pour préparer au mieux le code, on va déjà voir quelques concepts simples de finance. Et ensuite, on va voir quel type de base de données on peut mettre en place pour utiliser l'algorithme des cas plus proches voisins. Alors évidemment, on va faire très simple. En bourse, on achète ou on revend des actions. Une action, ça revient en fait à acheter un bout de société. Vous avez peut-être déjà entendu parler des actionnaires majoritaires. Il s'agit d'une personne physique ou morale qui va détenir la majorité des actions d'une entreprise. C'est un peu le boss puisqu'il détient la majorité de l'entreprise. Le cours d'une action, il va évoluer au cours du temps. D'une journée à l'autre, elle peut prendre de la valeur ou en perdre. Par exemple, si vous achetez une action aujourd'hui à 1,50€ et que demain cette action vaut 1,70€, vous pouvez la revendre et vous allez faire un bénéfice de 20 centimes. J'ai bien évidemment simplifié au maximum la chose. Il y a évidemment des mécanismes bien plus complexes en finance. On a maintenant une idée du dataset que nous allons utiliser. On va utiliser l'historique dans le temps de l'évolution d'une action boursière. Nous aurons 3 paramètres. Le prix à la clôture au jour 3, au jour 2 et au jour 1. Et notre label, ça sera l'évolution. C'est-à-dire si le prix a augmenté ou s'il a baissé.
Alors vous vous demandez peut-être où trouver ce dataset, où trouver cette grande base de données. Bien ça tombe bien puisqu'on va utiliser Yahoo Finance. Sur leur site, ils proposent tout l'historique des actions de la majorité des grandes entreprises. Nous pouvons voir que leur historique propose différents paramètres et différentes valeurs. Nous avons notamment la date, le prix à l'ouverture, le prix le plus élevé et le prix le plus faible. Nous avons également le prix à la clôture et le prix du cours de clôture ajusté. C'est cette valeur-là que nous allons utiliser lors de l'apprentissage. On peut du coup maintenant passer à la programmation. Je vais comme à mon habitude programmer en Python. Vous aurez besoin pour cela des bibliothèques NumPy, Panda et Scikit-learn. On se retrouve maintenant sur mon PC. J'ai ouvert le code sur Visual Studio Code. Vous embêtez pas à le coder vous-même, il sera disponible en description. Alors comme on l'a vu plus tôt, on va avoir besoin de certaines bibliothèques. C'est la première chose qu'on fait en Python, ça va être de déclarer les bibliothèques que nous allons utiliser dans la suite du code. Alors premièrement, on va avoir besoin de NumPy, de Panda, de Datetime. Évidemment, on va avoir besoin de Panda Data Reader. C'est lui qui va nous permettre d'aller scraper les valeurs de la bourse. On va également avoir besoin de PyPlot pour plot une matrice de confusion, mais c'est pas obligatoire. Alors le plus important, ça va être le Scikit-learn, puisque c'est lui qui détient la fonction des cas plus proches voisins. Ensuite, quelques fonctions pour afficher une matrice de confusion. On se retrouve donc dans le main. La première étape, c'est de créer notre dataset. Alors cette fonction createDataset, elle prend certains paramètres. Le stock symbol, ça va être une chaîne de caractères qui va définir le nom en fait de votre action boursière. Alors ça c'est pas compliqué, il suffit sur Google de taper le nom de l'action que vous souhaitez voir et vous allez connaître son nom. Le deuxième élément, c'est la date de début, c'est-à-dire la date à partir de laquelle on va souhaiter commencer à récupérer les données. Le troisième élément, ça va être donc la date de fin. Et le dernier élément, ça va être le nombre de jours. Ici, dans le cas de ce code, on va prendre une date au 1er janvier 2021 jusqu'au 12 février 2022 avec 4 jours. Dans la vidéo, j'avais pris un exemple sur 3 jours, mais là on va prendre 4 jours. C'est donc l'utilité de cette ligne et principalement de cette fonction Web Data Reader. Elle va aller scraper automatiquement sur Yahoo l'action que l'on souhaite regarder. La deuxième phase, ça va être de créer un data frame Panda contenant les valeurs qui nous intéressent. Ici, on crée une colonne Today qui va comporter le prix ajusté à la fermeture et une autre colonne pour le volume. Ici, on va ajouter une colonne pour chacun de nos jours. Donc jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4, on va y ajouter une colonne avec les valeurs correspondantes. D'où le shift. Alors cette partie-là est assez importante. Ici on crée une colonne Today qui va comporter la colonne Today avec la fonction PCTChange x 100. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle est assez importante. L'utilité de cette fonction, ça va être de déterminer la différence entre deux valeurs. Imaginons qu'au 4 janvier 2021, la valeur était à 196 €. Le lendemain, elle était à 202 €. On souhaiterait connaître la différence entre les deux. Le PCTChange va permettre de calculer cette différence en pourcentage, d'où le x 100. Ici par exemple, on a plus 3,5%. C'est-à-dire que pour passer du jour 4 au jour 5, on a fait plus 3,5%. C'est donc l'utilité de cette fonction, on peut la voir ici, entre 196 et 202, ici on a 3,5%. Ensuite, on voit qu'on passe de 202 à 194, on a donc perdu, on a fait donc moins 4%. C'est donc l'intérêt de cette fonction, elle est relativement importante dans notre code. Alors pourquoi elle est importante? Parce que c'est elle qui va déterminer l'évolution. En fait, on va dire à notre code, prends-moi le signe de cette valeur-là, de la valeur qu'on a mis dans Today, donc qui est la valeur du PCTChange, et ce signe correspondra donc à l'évolution. Alors si le signe est positif, l'évolution est positive, et si le signe est négatif, l'évolution est négative. Cette ligne de code permet de supprimer les 5 premiers éléments, puisque comme on peut le voir ici, on a des soucis avec des valeurs qui sont inconnues. C'est normal puisque le premier jour, il ne peut pas connaître les 4 jours précédents. Donc on supprime ces valeurs-là puisqu'elles ne serviront à rien pour l'apprentissage. On peut donc passer de nouveau au main. Alors cette première ligne crée le dataset, on l'a vu. On peut voir ici à quoi ressemble le dataset une fois qu'il est scrappé depuis Yahoo. Ensuite ici on récupère dans X nos datas du jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Évidemment l'évolution Y qui est notre label. Ensuite ici j'ai créé une variable qui s'appelle startTest. Alors pourquoi? L'idée, ça va être qu'une fois le modèle créé, on va souhaiter tester notre modèle, savoir s'il est précis ou non. C'est pour cela que j'ai créé une variable startTest qui est au 1er janvier 2022. En fait, ce que va faire le startTest, c'est qu'il va récupérer les données entre le 1er janvier 2022 et le 12 février 2022. Il va nous réserver ces données-là seulement pour la phase de test. Du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, ça va être nos valeurs de train. C'est ce qui se passe ensuite. On voit que le X-train, c'est du début jusqu'à cette fameuse date de test. Pareil pour le Y, c'est du début jusqu'à la fameuse phase de test. Ensuite, le X-test, ça va être les valeurs qui restent. Donc, du 1er janvier 2022 au 12 février 2022. Maintenant, on crée notre modèle avec cette fameuse fonction des cas plus proches voisins. Ici, cette valeur, c'est les fameux cas que l'on va utiliser pour attribuer notre nouvel élément à une certaine classe. Alors, cette valeur-là peut varier.
Ça va être à vous de trouver celle qui marche le mieux pour votre modèle. Moi j'ai remarqué que 150 me produisait des très bons résultats. Mais n'hésitez pas à jouer avec cet hyperparamètre. À cette étape-là, on fit notre modèle sur nos données d'entraînement. Ensuite, on fait une prédiction sur nos valeurs de test depuis notre modèle. Pour calculer la précision du modèle, il suffit de lui donner X-test, qui est donc nos valeurs de test, et Y-test, qui est donc la réalité terrain. Ensuite, on va calculer la matrice de confusion. Pour calculer la matrice de confusion, il faut lui donner les labels, donc la vérité terrain qui est Y-test. On lui donne ensuite la prédiction qu'a fait notre modèle, et depuis ces deux éléments, on peut plot notre matrice de confusion. C'est donc ce qu'on va faire, on va lancer le code, et on peut voir apparaître notre matrice de confusion. Alors si vous n'avez jamais vu une matrice de confusion, les éléments qui sont dans la diagonale, ce sont les éléments qui ont été bien classés. On peut voir ici 12 éléments qui ont bien été classés, et ici 8 éléments. Ensuite il y a 5 et 3 éléments qui ont mal été classés. Et tout ça nous donne donc une précision de 0,68. Alors comment l'interpréter? 0,5 ça va être une chance sur 2. Ici on voit que 0,8 on est quand même bien au-delà de 0,5, on est donc bien au-delà du hasard. On peut voir que notre modèle fonctionne donc plutôt bien. Maintenant, à partir de cette étape, il suffit de lui donner les 4 derniers jours, et le modèle va être capable de dire si demain l'action va augmenter ou elle va descendre. Vous l'aurez compris, avec ce modèle, c'est à vous de trouver le meilleur cas possible pour votre situation. Vous pouvez maintenant tester ce modèle pour différentes actions et ça va être à vous d'essayer d'obtenir la meilleure précision possible sur une action donnée. Si votre précision tourne autour de 0,7, vous commencez à avoir un modèle intéressant. À vous de l'exploiter pour essayer de faire de l'argent. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire.